La salle d'audience 3B était plongée dans un silence oppressant, presque irrespirable. Debout à la barre, Sandrine Duval, une épouse se battant pour sa vie, pouvait à peine trouver sa voix. Son mari, l'éminent politicien Nicolas Durand, l'observait avec une sollicitude feinte, un spectacle pour l'auditoire, pendant que sa maîtresse, Chloé Moreau, assise derrière lui, affichait un rictus méprisant. L'avocat de Sandrine, Antoine Martin, était en mauvaise posture. L'ensemble des preuves, habilement orchestrées, jouait en sa défaveur. Soudain, alors que la pression atteignait son paroxysme, les yeux de Sandrine se révulsèrent et elle perdit connaissance, s'effondrant sur le sol. Le rictus de Chloé s'intensifia. La victoire était à elle. Ce qu'elle ignorait, c'était le rôle de la juge Monique Dubois, et l'existence d'un enregistrement confidentiel que la juge était sur le point de révéler. Un enregistrement qui allait bouleverser le cours des choses. Le bois d'acajou lustré de la salle d'audience ne faisait rien pour dissiper le froid qui avait envahi Sandrine Duval jusqu'à la moelle. C'était un froid qui s'était insinué en elle au fil des 6 derniers mois, un gel insidieux et cotonneux qui paralysait ses pensées et ankylosait ses membres. Assise à la table des accusés, bien qu'il s'agisse d'une procédure de divorce, elle avait le sentiment d'être au cœur d'un procès criminel. Elle serra la rampe en chaîne pour retrouver une contenance. « Madame Duval, pourriez-vous s'il vous plaît rester concentrée ?» La voix était celle de Stéphane Leroy, l'avocat de son époux. Un prédateur en costume à 5 000 €, aux manières acérées et à la voix aussi suave que tranchante. J'essaie, balbutia Sandrine, sa voix lui paraissant fragile, à peine audible. Le bourdonnement des lampes fluorescentes du tribunal semblait s'amplifier, une vrille sonore s'enfonçant dans son crâne. « Êtes-vous tout à fait à votre aise ?» poursuivit maître Leroy, faisant les 100 pas. « Vous semblez peiner à vous remémorer un détail pourtant simple. Reprenons. Le soir du 14 octobre, votre époux, le conseiller municipal Durand, assistait au gala du maire, une soirée de levée de fonds capital. Votre place était à ses côtés. Vous ne vous y êtes pas rendu. Pouvez-vous expliquer à la cour pour quelle raison ? Sandrine sia, s'efforçant de percer le brouillard de sa mémoire. Le 14 octobre. Une image indistincte. J'étais souffrante. Souffrante ? Répéta le roi, comme s'il dégustait le mot. Cette même souffrance qui vous a empêché d'assister au gala de bienfaisance pour l'hôpital des enfants ? Cette même souffrance qui vous a poussé à accuser votre mari, et je cite ici votre texto, de valser avec cette harpie décharnée ? Des rires étouffés fusèrent de la galerie, où les journalistes étaient venus en nombre pour couvrir le divorce scandaleux du conseiller municipal Nicolas Durand. Cette harpie décharnée, pour reprendre vos termes élégants, n'était autre que Chloé Moreau, enchaîna le roi, en désignant du geste la première rangée. Le regard de Sandrine fut irrésistiblement attiré par l'autre femme. Chloé Moreau, 28 ans, l'allure d'une féline, actuellement chef de cabinet de Nicolas. Installée juste derrière lui, son visage d'une beauté saisissante arborait un masque d'empathie étudié. Mais ses yeux étaient des lames. Ils croisèrent ceux de Sandrine et, l'espace d'un instant, un fugace sourire de triomphe étira ses lèvres. Antoine Martin, l'avocat de Sandrine, un homme de bien mais visiblement dépassé, se mit debout. Objection, votre honneur. Maître Leroy mène un interrogatoire agressif. Il s'agit d'un contre-interrogatoire, maître Martin. Une certaine marge de manœuvre lui est permise, répondit la juge Monique Dubois d'un ton neutre. La juge Dubois était une figure imposante, une sexagénaire qui avait entendu tous les mensonges possibles et imaginables. Toutefois, maître Leroy, veuillez en venir au fait. Le fait, votre honneur, reprit le roi en se tournant de nouveau vers Sandrine, est que la souffrance de madame Duval n'a rien de médical. Elle se trouve dans une bouteille. Pour être plus exact, dans de nombreuses bouteilles. Des murmures traversèrent l'assemblée. Antoine bondit à nouveau. Objection. Cette accusation est gratuite et diffamatoire. L'est-elle ? Répliqua le roi en se dirigeant vers sa table pour y prendre une photo de format 20x25. Je présente la pièce à conviction D, un cliché pris par Monsieur Durand le 14 octobre à son retour du gala. L'huissier présenta la photo à Sandrine. Elle la contempla. C'était bien elle, dans sa cuisine, mais une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas. Avachie sur la table, les cheveux en désordre, une bouteille de Calvados l'alcool de son mari,
pas le sien posé à côté d'un verre à demi plein. Je ne bois jamais de Calvados, chuchota-t-elle, tremblante. Jamais. Madame Duval, vous témoignez sous serment, rappela le roi, sa voix chargée d'une compassion affectée. Nous disposons de 3 mois de relevés de cartes bancaires attestant d'achats de plus en plus fréquents chez des cavistes. Nous avons des photographies. Nous avons le témoignage de votre mari, qui affirme, le cœur brisé, que votre dépendance à l'alcool vous a rendu imprévisible, paranoïaque et, pour tout dire, incompétente. Incompétente. Le mot était lâché. Nicolas ne voulait pas seulement divorcer. Il réclamait la gestion exclusive du patrimoine conjugal, arguant qu'elle était incapable de gérer ses propres finances. Il affirmait qu'elle représentait un danger pour elle-même. Nicolas, je t'en prie, implora Sandrine, se tournant vers son mari. Nicolas Durand, le charismatique défenseur du peuple, posa enfin son regard sur elle. Son visage séduisant affichait une tristesse profonde, une interprétation magistrale. Sandrine, ma chérie, je suis simplement. Je suis terriblement inquiet pour toi. Nous ne voulons que t'aider. Derrière lui, Chloé Moreau inclina la tête, comme en une prière silencieuse pour le salut de Sandrine. Le champ de vision de Sandrine se rétrécit. L'air devint lourd. Elle étouffait. C'était irréel. Elle n'avait pas acheté cette bouteille. Elle n'avait pas écrit ce message. Elle se souvenait d'une maladie, de vertiges violents, d'un goût de métal dans la bouche. Mais plus elle tentait de décrire ce mal, ce brouillard qui lui volait ses souvenirs, plus elle semblait perdre la raison. Ma cliente a vu des spécialistes, bafouilla Antoine Martin en feuilletant ses dossiers. Ils n'ont rien trouvé. Ils évoquent une fatigue chronique ou point où le poids de la culpabilité, trancha le roi. Votre honneur, Madame Duval a délibérément tenté de nuire à la campagne pour la mairie de son mari, a gaspillé le patrimoine familial et nous livre aujourd'hui cette comédie pitoyable. Nous réitérons notre demande. La juge Dubois fixa Sandrine d'un œil vif et pénétrant. Madame Duval, souhaitez-vous répondre à cela? Sandrine ouvrit la bouche. Elle devait réagir. Elle devait leur dire qui était vraiment Nicolas. Cet homme au regard glacial loin des caméras. Cet homme qui, la semaine passée, lui avait dit avec un calme terrifiant, « Personne ne te croira, Sandrine. Tu es finie. L'avenir, c'est moi. » Mais seul un sanglot étranglé franchit ses lèvres. La pièce se mit à tourner. Le bourdonnement des néons devint un vacarme assourdissant. Son regard se posa sur Chloé, sur ce visage d'une perfection insolente. Et Chloé. Chloé sourit. Plus un simple rictus. Un sourire large, radieux, victorieux. Un sourire qui proclamait, c'en est fait de toi. C'est la fin. Il m'appartient. Tout m'appartient. Ce sourire fut la dernière image que Sandrine perçut avant que tout ne devienne noir. Le bruit mat du corps heurtant le plancher fut sinistre. Sandrine. Hurla Nicolas Durand, se levant d'un bond avec une vivacité surprenante. Il franchit la barre, le visage déformé par une terreur et une douleur théâtrale, bousculant au passage Antoine Martin, pétrifié. Huissier, demandez une assistance médicale, immédiatement. La voix de la juge Dubois, telle une lame d'acier, s'éleva au-dessus du tumulte, son autorité implacable. La salle fut saisie d'une frénésie. Les journalistes au fond de la salle se précipitèrent sur leur téléphone. Des flashs, formellement proscrits, éclatèrent. Le marteau retentit. Toc, toc, toc. Silence. Je demande le silence. Huissier, faites évacuer la galerie. La séance est levée. Nicolas était déjà à genoux auprès de Sandrine inanimée. Sandrine, mon amour, réveille-toi. Je t'en supplie. Il leva un regard embué vers la juge Dubois. Votre honneur, vous le voyez bien. C'est ce que j'essaie de vous dire. Elle est malade. Très, très malade. Stéphane Leroy, son avocat, le rejoignit, posant une main réconfortante sur son épaule. Votre honneur, face à la détresse de mon client et à la crise de son épouse, nous sollicitons un jugement immédiat sur la demande de tutelle. Gardez votre sang-froid, maître Leroy, lança la juge Dubois, son attention tournée non pas vers le couple Durand,
mais vers les urgentistes qui arrivaient par la porte latérale. Votre requête est entendue et, pour l'heure, ajournée. Ma priorité est l'état de santé de Madame Duval. Antoine Martin, sortant de sa torpeur, s'accroupit de l'autre côté de Sandrine. Sandrine, est-ce que vous m'entendez? Son visage était livide, sa respiration d'une faiblesse alarmante. Tandis que les secours s'affairaient, prenant ses constantes et lui ajustant un masque à oxygène, Nicolas se releva, lissant ses cheveux impeccables. Il avait l'allure d'un homme accablé par le destin. Se détournant de la juge et de son avocat, son regard croisa celui de Chloé Moreau. Chloé était impassible. Elle n'avait pas bougé, image même de la maîtrise de soi. Le chaos ambiant, les cris des reporters, la sévérité des huissiers, l'urgence médicale, rien ne semblait l'affecter. Elle était l'œil du cyclone. Son masque de compassion était revenu, mais ses yeux brûlaient encore de triomphe. Nicolas la fixa, et son masque de mari éploré se fendit une fraction de seconde. Il lui adressa un hochement de tête infime, presque invisible, qui signifiait « le plan fonctionne ». Et Chloé. Chloé prit une discrète et profonde inspiration. Elle baissa les yeux vers ses mains croisées, comme pour dissimuler un frisson d'adrénaline. C'était fait. Avec Nicolas, ils avaient envisagé toutes les possibilités, mais ce scénario dépassait leurs espérances. Sandrine n'avait pas seulement paru déséquilibrée. Elle en avait fait la démonstration devant la justice et les médias. Quel juge confierait la gestion d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros à une femme qui s'évanouit au tribunal? Plus personne ne prêterait foi aux accusations délirantes de Sandrine. Ils avaient triomphé. La campagne pour la mairie était sauvée. L'argent était en sécurité. Leur avenir était assuré. Les urgentistes installèrent Sandrine sur une civière. Au moment de l'emporter, Nicolas voulut les suivre. « Je dois être avec elle », dit-il à la juge. « Non, monsieur Durand, vous resterez ici », rétorqua la juge Dubois d'une voix blanche. « Vous êtes parti à l'audience, non son tuteur légal. Maître Martin, vous êtes autorisé à accompagner votre cliente à l'hôpital. » Antoine Martin, blême et anéanti, acquiesça et se hâta de suivre la civière. Le visage de Nicolas se durcit. « Mais votre honneur, c'est mon épouse. » « Une épouse que vous décrivez publiquement comme une alcoolique irresponsable, » souligna la juge Dubois, le regard perçant. « Vous restez. Je souhaite m'entretenir avec les deux avocats dans mon bureau, sur le champ. » La juge quitta son siège, sa robe noire ondulant dans son sillage. Seul dans la salle d'audience rendue au silence, Nicolas se tourna vers Chloé. La farce était terminée. Ses traits étaient durs. « Elle a vraiment bien choisi son moment pour nous donner raison, » murmura Chloé en s'approchant. Elle réajusta sa cravate d'un geste qui se voulait professionnel, mais dont la caresse s'attarda. « Le roi y allait trop fort », grogna Nicolas. « On aurait dit de l'acharnement. »« Pas du tout », répondit Chloé d'un ronronnement bas et assuré. « On aurait dit la vérité. » Le poids de ses propres mensonges la fait craquer. Le scénario est parfait. Elle lui pressa le bras. « C'est fini, Nicolas. Elle n'est plus qu'un détail insignifiant. » Nicolas regarda la porte par où Sandrine venait de disparaître. Une ombre fugace au remords, angoisse passa dans ses yeux. Mais Chloé lui effleura la joue. Et l'ombre s'évanouit. Il redevint le conseiller municipal Durand. « Tu as raison, » dit-il en ajustant son costume. « Allons voir ce que nous veut la vieille peau. » Ils ne remarquèrent pas l'huissier au fond de la salle qui les observait, ni la manière dont la juge Dubois, arrêtée sur le pas de son bureau, avait noté leurs gestes intimes, leurs chuchotements, et l'expression froide et satisfaite qui avait succédé au chagrin de Nicolas. La juge Dubois avait vu bien des choses en 30 ans de carrière, et elle était absolument certaine de ne pas avoir affaire à un mari affligé et à une collaboratrice dévouée. Elle venait d'assister à la complicité de deux conspirateurs, et elle était bien décidée à ne pas en rester là. Le bureau de la juge Monique Dubois contrastait avec la salle d'audience. Si celle-ci, avec ses boiseries sombres et ses hauts plafonds, était conçue pour impressionner, le bureau était un espace de travail fonctionnel, débordant de codes et de manuels de droit, où flottait une légère odeur de cire au citron et de papier ancien. Assise à son bureau, l'écran de son ordinateur allumé, elle attendit. Le roi et Nicolas entrèrent les premiers, tout en arrogance et en assurance virile. Chloé les suivait, une tablette à la main, incarnant l'efficacité parfaite.
Elle fit mine de se tenir en retrait près de la porte, comme si sa modeste position d'employée ne l'autorisait pas à assister à une telle entrevue. « Prenez un siège », ordonna la juge Dubois, sans agressivité. « Vous aussi, mademoiselle Moreau. Vous êtes manifestement une actrice clé dans cette mise en scène. » Le regard de Chloé lança un éclair, mais elle s'assit avec une fausse modestie à côté de Maître Leroy. « Votre honneur, » entama Leroy, « si nous sommes ici pour discuter du jugement sommaire, je me dois d'insister. » « Ce n'est pas le sujet, Maître Leroy, » le coupa la juge. « Il s'agit de l'état de santé de Madame Duval. Je viens de recevoir le rapport préliminaire des secours. Sa tension est alarmante et elle ne reprend pas connaissance. » « Vous voyez, » intervint Nicolas, se penchant en avant avec une sincérité affectée. « C'est l'effet. L'effet de l'alcool. Son organisme ne tient plus. Voilà pourquoi j'ai dû agir. » La juge Dubois le dévisagea. Le silence dura 10 longues et pesantes secondes. « Monsieur Durand, votre inquiétude est bien notée. Parlons maintenant de la situation réelle. Pendant l'intervention des secours, une idée m'est venue. » Elle fit pivoter son fauteuil vers son ordinateur. « Je suis quelqu'un de rigoureux, Maître Leroy. Je lis tous les documents versés au dossier, et Maître Martin, malgré son manque d'organisation, a fourni plus de 300 pages de rapports médicaux concernant Madame Duval. Il cherchait à prouver une pathologie pour contrer votre thèse de l'alcoolisme. Son argumentation était confuse, mais j'ai lu les rapports. » Elle cliqua avec sa souris. Gastro-entérologue, neurologue, endocrinologue, allergologue. Depuis 6 mois, Sandrine Duval se plaint auprès des médecins de vertige, de fatigue, de confusion et d'un goût métallique dans la bouche. Tous ont prescrit des analyses sanguines standards. Toutes sont revenues normales. Tous ont conclu à un état d'anxiété ou de stress. Précisément, dit Leroy en haussant les épaules. Le stress généré par ses propres fabulations. Ou, reprit la juge Dubois, sa voix se faisant plus basse, le stress d'un empoisonnement lent. L'atmosphère se figea. Nicolas Durand eut un petit rire nerveux. Empoisonné, votre honneur ? C'est ridicule. C'est le genre de délire paranoïaque que Sandrine pourrait inventer. Oh. Il s'interrompit, conscient de sa gaffe. Il venait d'insinuer que la juge était paranoïaque. Le visage de Chloé devint livide. D'une blancheur de cire, qui lui donnait l'aspect d'un masque. C'est une hypothèse intéressante, poursuivit la juge Dubois, feignant d'ignorer leur réaction. Donc, suite à l'évanouissement de Madame Duval, j'ai pris sur moi de contacter l'hôpital Saint-Martin. J'ai parlé au médecin des urgences et, au vu des symptômes, de son état d'inconscience et du contexte, je n'ai pas demandé une analyse toxicologique de routine. J'ai ordonné un bilan complet, incluant la recherche de métaux lourds et de composés inhabituels. Leroy se leva d'un bond. Votre honneur, c'est inadmissible. Vous outrepassez totalement vos fonctions judiciaires. Vous portez un jugement partial sur cette affaire. Rasseyez-vous, Maître Leroy, ordonna la juge Dubois d'une voix de glace. Je suis magistrate, mais je suis aussi citoyenne. Quand une femme s'écroule dans mon prétoire, j'ai le droit de m'inquiéter. Et quand le mari de cette femme et sa collaboratrice semblent avoir gagné à la loterie au lieu d'assister à un drame, mon inquiétude redouble. Le visage de Nicolas était maintenant une grimace de fureur. Comment osez-vous ? J'aime ma femme. Est-ce bien sûr ? Interrogea la juge Dubois. Nous le saurons bientôt. Les résultats des analyses sont en route. Mais il y a autre chose. Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe à bulles ordinaires. Sans adresse d'expéditeur. Le timbre datait de 2 semaines. J'ai reçu ceci à mon bureau, dit-elle en la tapotant. À mon attention personnelle. Dans l'intérêt de la justice, affaire divorce Durand. Je reçois des courriers de déséquilibrés en permanence. J'ai failli la jeter. Elle défit la tâche et en glissa une petite clé USB noire. J'ai consulté son contenu dans un cadre sécurisé. J'ai d'abord cru à un montage, un deepfake comme disent les jeunes. Le contenu était troublant. Et surtout, il était totalement irrecevable en l'état. Chloé Moreau, jusqu'alors prostrée, eut un hoquet à peine audible. Ses yeux étaient fixés sur la clé USB. Le fruit de l'arbre empoisonné, n'est-ce pas,
Maître Leroy? Continua la juge Dubois. Un enregistrement réalisé sans le consentement de toutes les parties. Potentiellement illégal, et donc irrecevable. Je ne pouvais ni l'utiliser, ni même l'évoquer. Elle leva la clé USB. Je ne le pouvais pas. Jusqu'à il y a 10 minutes. Pardon? Que voulez-vous dire? Demanda Nicolas, sa voix n'étant plus qu'un filet tendu. Je veux dire, expliqua la juge Dubois en le fixant, que cet enregistrement fait l'état d'un crime très particulier, très rare. Un crime qui provoquerait une série de symptômes très particuliers, très rares. Des symptômes comme les vertiges, le brouillard mental, la confusion, un goût de métal. Des symptômes qui, dans une situation de stress intense, pourraient provoquer un effondrement complet de l'organisme. Elle se leva. Les éléments contenus sur cette clé étaient inexploitables tant qu'ils n'étaient pas corroborés par une preuve indépendante et obtenue légalement. Comme, par exemple, une analyse sanguine de l'hôpital Saint-Martin. Celle que je viens de demander. Elle se dirigea vers la porte. L'audience reprendra dans 1 heure. J'ai ordonné que les résultats d'analyse de Madame Duval soient transmis en temps réel sur mon moniteur. Et s'ils révèlent la moindre chose, je dis bien la moindre chose, qui confirme le contenu de cette clé, je requalifie l'affaire. Ce ne sera plus un divorce, mais une procédure criminelle. Elle se tourna vers Chloé. Mademoiselle Moreau, vous semblez souffrante. Un verre d'eau peut-être? Le visage de Chloé se couvrit de plaques rouges. Tout va bien, votre honneur. Parfait. La juge Dubois ouvrit la porte. Maître Leroy, monsieur Durand, à tout à l'heure au tribunal. Alors qu'il sortait, Nicolas agrippa le bras de Chloé, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. Qui a-t-il sur cette clé? Siffla-t-il. Je n'en sais rien, répondit-elle d'une voix blanche. C'est impossible. Il m'avait dit s'en être chargé. Que le détective privé était hors jeu. Qui? Aboya Nicolas. Jean-Pierre Bernard, souffla Chloé, ses yeux dilatés par une nouvelle terreur. Le détective que Sandrine a engagé. Celui qui avait mis des micros dans ton bureau. Je croyais que... Tu m'avais dit qu'il avait perdu sa licence et toutes ses preuves. Le teint de Nicolas vira au gris. Il se souvenait de ce détective, Bernard, l'ancien policier. On s'en était occupé. Son agence avait été retournée. Il avait été menacé. Une plainte bidon avait été déposée contre lui auprès du Conseil de l'Ordre des détectives. Il ne pouvait détenir aucune preuve. À moins qu'il n'ait fait une copie. C'est du bluff, se persuada Nicolas. Elle bluffe. La vieille sorcière bluffe. Mais en retournant vers la salle d'audience, pour la première fois de son existence, l'homme public au sourire éclatant était en sueur. Jean-Pierre Bernard n'était pas au tribunal. Il se trouvait à 2 rues de là, dans une petite agence sans fenêtre au-dessus d'un bureau de tabac-presse, avec un café froid pour seule compagnie. Sa licence de détective privé était bien suspendue. Sa carrière était, de fait, terminée. Tout avait basculé 6 semaines plus tôt. Sandrine Duval l'avait contacté. Elle était différente à l'époque, plus confuse qu'aujourd'hui, mais son intelligence était intacte. Je soupçonne mon mari de me tromper, avait-elle déclaré, en tortillant ses mains. Mais il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il se réjouit de mon état. Votre état? Avait demandé Jean-Pierre. C'est difficile à expliquer, avait-elle murmuré. J'ai l'impression de m'éteindre. Et lui? Il me regarde faire. Lui et sa nouvelle assistante. Jean-Pierre Bernard avait passé 20 ans dans la police. Il savait reconnaître une victime. Il savait aussi reconnaître un prédateur. Obtenir les clichés de Nicolas et Chloé n'avait été qu'une formalité, un scénario classique, un dîner dans un restaurant étoilé, une nuit dans un palace. L'affaire était classée en 48 heures. Mais les mots de Sandrine le hantaient. Il se réjouit de mon état. Alors Jean-Pierre avait franchi la ligne. Il avait posé un micro. Pas chez eux, le risque était trop grand, mais dans le bureau de Nicolas à la mairie. Un acte qu'il justifiait par l'intérêt général. L'homme briguait la mairie. Pendant une semaine,
il n'enregistra que d'insipides réunions de service. Et puis, un soir, tard, le gros lot. Il écoutait en direct, casque sur les oreilles, lorsque la voix de Chloé Moreau lui parvint, d'une netteté absolue. Il enregistra tout. Et fut saisi d'effroi. Ce n'était pas de l'adultère. C'était. Le mot lui manquait. C'était une torture psychologique et physique, méthodique, exécutée de sang-froid. 2 jours après, son agence fut mise à sac. Un travail de professionnel, pas un simple cambriolage. Ordinateur vidé, dossier volatilisé. Le lendemain, une convocation d'urgence du Conseil de l'Ordre des détectives. Un ancien client, un homme de paille, Jean-Pierre en était certain, l'accusait de chantage. Suspension de sa licence dans l'attente d'une enquête. Ils avaient été efficaces. Ils avaient tout pris. Mais ils avaient sous-estimé sa prudence. Jean-Pierre était un ancien de la criminelle. Il conservait toujours une copie de secours, une unique carte micro SD cryptée, qu'il avait aussitôt transférée sur une clé USB anonyme. Impossible d'aller voir la police. Nicolas tenait la police municipale. Impossible d'alerter la presse. Sans licence, avec des preuves obtenues illégalement, il se serait fait démolir. On l'aurait accusé d'être un détective aigri et discrédité tentant d'extorquer un politicien. Il ne lui restait qu'une seule option, un pari audacieux. La réputation de la juge Monique Dubois était bien établie. Dure, mais avec un sens aigu de la justice. La vraie justice. Il prépara une enveloppe. Dans l'intérêt de la justice. Il la posta sans adresse de retour, depuis une autre ville. Puis il attendit. 2 semaines s'écoulèrent sans nouvelles. Il suivit l'affaire dans les journaux, vit le début de la procédure de divorce, et le cœur lui manqua. Il voyait des photos de Sandrine Duval, fragile, désorientée, et une nausée froide l'envahit. Il avait échoué. La juge avait classé l'affaire. Et puis, il y a 15 minutes, son téléphone avait vibré. Un téléphone prépayé, avec un seul contact enregistré, Antoine Martin, l'avocat de Sandrine. Martin avait été méfiant, mais Jean-Pierre lui avait laissé le numéro, au cas où. Le message était laconique, envoyé dans la panique par Martin depuis l'hôpital. Sandrine évanouie tribunal. Juge Dubois convoque Durand et Leroy. Quelque chose se prépare. Le cœur de Jean-Pierre s'emballa. Il enfila sa veste. L'heure n'était plus à la clandestinité. Il n'avait peut-être plus de licence, mais il restait un témoin. Il quitta son agence et se dirigea vers le palais de justice. Il n'entrerait pas. Pas tout de suite. Il attendrait sur le parvis. De retour dans la salle d'audience 3B, la tension était palpable. La galerie, que la juge Dubois avait permis de remplir à nouveau, était archi-comble. Les journalistes étaient au bord de l'implosion. Nicolas et Chloé étaient à leur table, séparés par un mètre d'hostilité glaciale. Nicolas chuchotait avec rage à Stéphane Leroy, qui secouait la tête, l'air grave. Antoine Martin était revenu, laissant Sandrine stabilisée à l'hôpital. Il semblait perdu, mais une faible lueur d'espoir animait son regard. Elle a repris connaissance, avait-il glissé à la juge Dubois. Elle demande ce qui s'est passé. Le médecin dit. Le médecin dit que ces analyses sont très étranges. Ils attendent les résultats complets. La juge Dubois avait acquiescé. Merci, maître Martin. Asseyez-vous. La juge frappa de son marteau. Le silence se fit. Reprenons, annonça-t-elle. Avant cette interruption, nous examinions les arguments de maître Leroy quant à la capacité de madame Duval. Il était soutenu de manière convaincante que madame Duval est paranoïaque, sujette à des délires et dangereuse pour elle-même. Elle s'interrompit, fixant Nicolas droit dans les yeux. Cependant, poursuivit-elle, un nouvel élément a été porté à la connaissance de la Cour. Un élément singulier. Un enregistrement, soumis de façon anonyme. Je l'avais jusqu'ici déclaré irrecevable, mais de récentes informations corroborent directement les allégations qui y sont faites. Leroy se leva d'un bond. Votre honneur, quelles informations? Nous exigeons de les consulter. Vous les consulterez, maître Leroy, assura la juge. Un fax, dans un coin de son estrade, se mit à crépiter.
L'huissier s'approcha, prit une feuille et la lui remit. La juge Dubois la lut. Son visage, déjà austère, se contracta en un masque de fureur glaciale. Elle releva la tête. Elle regarda Nicolas. Puis Chloé. Ces informations, maître Leroy, dit-elle, sa voix vibrant d'une colère maîtrisée, ce sont les résultats préliminaires du laboratoire de l'hôpital Saint-Martin. Le sang de Madame Duval présente des taux élevés d'orotate de lithium. Non pas la forme médicamenteuse, mais celle vendue comme complément alimentaire, ainsi que des traces de 2 autres composés psychoactifs non prescrits, dont un agent liant utilisé pour dissimuler les métaux lourds. Chloé Moreau étouffa un cri, un son rauque, animal. Cette cour, déclara la juge Dubois, ne se prononce plus sur un divorce. Nous ouvrons une audience préliminaire en vue d'une procédure pénale. C'est une honte. Explosa Nicolas, retrouvant sa voix. C'est un complot. Vraiment, monsieur Durand? Ironisa la juge Dubois. Vérifions. Elle se tourna vers l'huissier. Veuillez diffuser l'enregistrement. Votre honneur, je m'y oppose formellement. C'est illégal. C'est. Vociférait le roi, mais la juge Dubois l'ignora. Votre objection est enregistrée, maître Leroy, et elle est rejetée. La santé et la sécurité d'une citoyenne priment sur la vie privée de votre client. Lancez l'enregistrement. L'huissier pressa une touche. Un haut-parleur, connecté au système audio, s'activa. Un grésillement, puis la voix de Chloé, claire, précise, impatiente. Le sourire en moins. Le silence dans la salle était total. Si profond que le crachotement de la bande avant le début des voix résonna comme des détonations. Puis la voix de Chloé se fit entendre, elle ne se dégrade pas assez vite. Nicolas, tu es certain d'utiliser la dose prescrite? Un frisson parcourut l'assistance. Stéphane Leroy se retourna, médusé, vers son client. Voix de Nicolas, j'utilise précisément ce que tu m'as indiqué. 2 gouttes du lion dans son thé le matin, et une gélule de lithium ouverte dans son smoothie bien-être. Elle a trouvé qu'il avait un drôle de goût hier. Voix de Chloé, railleuse, et alors? Elle est tellement confuse qu'elle l'aura oublié d'ici 1 heure. Son médecin vient encore de lui parler du stress de la préménopause. Il nous mâche le travail. Quel incapable. Voix de Nicolas, c'est juste que. C'est. Elle reste ma femme, Chloé. Elle semblait si perdue ce matin. Voix de Chloé, glaciale, était-elle perdue quand elle te freinait dans tes ambitions? Quand elle ne comprenait pas les enjeux de ta campagne? Ce n'est pas ta femme, Nicolas. C'est un obstacle. Et nous sommes en train de l'éliminer. Plus vite elle sera déclarée inapte, plus vite on pourra la placer dans ce centre de repos en Arizona et mettre la main sur les finances. La campagne nous coûte une fortune. Dans le prétoire, Chloé Moreau secouait la tête. Non, non, c'est faux. Mais sa voix fut couverte par sa propre voix sur la bande. Voix de Nicolas, et ce détective, Jean-Pierre Bernard. Il était au restaurant étoilé. Je l'ai aperçu. Voix de Chloé, soudain inquiète, quoi? Tu en es sûr? Voix de Nicolas, absolument. Il feignait de lire un journal. Il est doué, mais je le suis plus. Voix de Chloé, d'accord. D'accord. Calme-toi. Il ne cherche qu'une preuve d'adultère. Ce n'est pas grave. Ça ne fait qu'un divorce un peu plus sale. Il ne peut pas. Il ne peut pas être au courant pour le reste. Personne ne l'est. Ce ne sont que des compléments alimentaires, n'est-ce pas? Voix de Nicolas, un rire noir, exact. Des compléments. Ma chérie, des compléments ne provoquent ni amnésie, ni vertige, ni nausée chronique inexpliquée. Le stress, par contre, oui. Tant que tout le monde la croira alcoolique, stressée et paranoïaque, nous sommes tranquilles. Voix de Chloé, il faut neutraliser ce détective. Immédiatement, Nicolas, avant qu'il ne nous nuise. Voix de Nicolas, c'est déjà fait. Un contact au Conseil de l'Ordre va déposer une plainte bidon, chantage, un truc bien sale, pour détruire sa réputation, faire suspendre sa licence. Le temps qu'il s'en remette, ces preuves ne seront plus que les élucubrations d'un escroc discrédité.
Personne ne le croira, pas plus qu'on ne la croira elle. L'enregistrement se poursuivit. 12 minutes. 12 minutes d'une planification d'une froideur sociopathique. Ils y détaillaient le choix de la marque Dorothade de lithium, entièrement naturelle pour échapper aux tests de dépistage standard. Ils parlaient du liant de métaux lourds, un produit russe déniché par Chloé sur Internet, censé clarifier l'esprit, mais connu pour provoquer une confusion neurologique à forte dose. Ils riaient. Ils riaient de ce jour où Sandrine s'était égarée en revenant du supermarché où elle se rendait depuis 15 ans. « T'as vu sa tête ?» disait Nicolas sur la bande. Dans la salle d'audience, son visage à lui était une toile de terreur grise. Elle s'est même excusée de m'avoir inquiété. De nous avoir inquiétés, corrigeait la voix de Chloé. Pour la mairie. Pour la seule et unique Madame Durand. Un tintement de verre. Fin de l'enregistrement. Le silence qui s'ensuivit fut plus lourd, plus étouffant que n'importe quel bruit. Stéphane Leroy, le redoutable avocat de Nicolas, se rassit lentement. Il contempla ses mains. Il avait défendu des assassins, des escrocs. Mais ceux-ci étaient d'une autre nature. Il se sentit souillé. Chloé Moreau était catatonique. Le rictus, le sourire, le triomphe, tout s'était évaporé, consumé. Il ne restait qu'une petite femme terrifiée, le regard perdu vers la juge Dubois. Elle ouvrit la bouche, mais n'en sortit qu'un couinement. C'est un montage, balbutia-t-elle. Un deepfake. Des imitateurs. Ils nous tendent un piège. C'est elle qui nous piège. Sandrine. Nicolas s'agrippa à cette idée. Oui. Oui. Un montage. Ce n'est pas ma voix, votre honneur. C'est le mensonge d'une femme. D'une femme désespérée et très malade. La juge Dubois les observa. Sans un regard pour l'enregistrement, ni pour la presse. Elle les regarda simplement se désagréger. Un deepfake, répéta-t-elle d'un ton neutre. Telle est votre ligne de défense. Un deepfake très sophistiqué de 12 minutes, fourni il y a 2 semaines, et qui aurait miraculeusement prédit les résultats, je cite, très anormaux du rapport toxicologique de l'hôpital Saint-Martin qui vient d'arriver sur mon bureau. Elle brandit le fax. Un rapport qui confirme la présence des composés non médicamenteux spécifiques que votre deepfake vous fait justement discuter. Elle s'adressa à l'huissier. Huissier, je crois qu'un représentant du parquet est présent dans la galerie. Pourriez-vous l'inviter à nous rejoindre ? Un homme en costume, au fond de la salle, se leva. Il était déjà au téléphone. La juge Dubois poursuivit, sa voix s'élevant dans un crescendo de juste colère. Huissier, veuillez placer monsieur Nicolas Durand et mademoiselle Chloé Moreau en garde à vue. Non. Beugla Nicolas. Un cri primal, le cri d'un roi déchu. Vous n'avez pas le droit. Je suis conseiller municipal. Vous brisez ma carrière. Vous vous en êtes chargé vous-même, monsieur Durand, dit la juge Dubois tandis que les huissiers intervenaient. Chloé ne cria pas. Elle ne bougea pas. Elle resta assise, voyant son univers s'anéantir. Alors que l'huissière lui passait les menottes avec une fermeté calme, Chloé releva enfin la tête. Son regard balaya la galerie, croisa les flashs des appareils photo, non plus admiratifs, mais accusateurs. Elle avait tout eu. Et en l'espace de 12 minutes, elle avait tout perdu. La première chose que Sandrine perçut fut le silence. Non pas le silence vibrant et lourd du tribunal, ni le silence tendu et pesant de sa maison. C'était un silence net, aseptisé, seulement troublé par le bip régulier et discret d'un appareil à ses côtés. La deuxième chose fut la clarté. Le brouillard, cette ouate épaisse qui avait envahi son esprit depuis 6 mois, s'était dissipé. Il persistait sur les bords, mais elle pouvait de nouveau penser. Le goût de métal dans sa bouche avait laissé place à la sécheresse aseptique de l'hôpital. Elle ouvrit les paupières. Sandrine, vous êtes réveillée. Antoine Martin était là, assis près de son lit. Il semblait à bout de force. Sa cravate était desserrée, mais il souriait. D'un sourire vrai, sincère. Antoine, articula-t-elle péniblement. Sa gorge était sèche. Que
Que s'est-il passé? Je me suis évanoui. J'ai tout perdu, c'est ça? Vous vous êtes évanoui, confirma Antoine en se penchant pour prendre sa main. La sienne était chaude. Mais vous n'avez pas perdu. Il se mit à raconter. Tout. Les doutes de la juge, la mystérieuse clé USB, l'appel à l'hôpital, le rapport d'analyse, et enfin, l'enregistrement. Sandrine écoutait, les yeux de plus en plus grands. Le brouillard ne faisait pas que se dissiper. Il était anéanti par la lumière incandescente de la vérité. Le thé, murmura-t-elle, mon smoothie le bien-être. Il me le préparait chaque matin. Il disait prendre soin de moi. Oui, répondit Antoine, la voix grave. À sa manière. Et Chloé, ils étaient complices depuis le début. La manipulation, les trous de mémoire, l'alcool, Sandrine, ils vous empoisonnaient de façon systématique. Pas pour vous tuer, d'après le procureur, mais pour vous contrôler. Pour vous faire interdire de gérer vos biens, pour pouvoir tout prendre et vous faire interner. Les larmes montèrent aux yeux de Sandrine. Mais ce n'étaient pas les larmes d'une victime. Ce n'étaient pas les sanglots confus et désespérés des derniers mois. C'étaient des larmes de fureur. Des larmes de soulagement. Les larmes d'une femme revenue du gouffre. Ils sont en état d'arrestation, annonça Antoine. La juge Dubois les a fait interpeller en pleine audience. Association de malfaiteurs en vue de commettre. Eh bien, de nombreux délits. Tentative de coups et blessures, escroquerie, faux témoignages. La liste est longue. Le procureur est ravi. La carrière du conseiller municipal Durand est finie. La vie de Chloé Moreau, telle qu'elle l'imaginait, est finie. L'enregistrement, dit Sandrine, son esprit clair, en pleine effervescence. Comment la juge l'a-t-il eu? Un détective privé, expliqua Antoine. Un certain Jean-Pierre Bernard. Celui que vous aviez mandaté. Mais je le croyais disparu, s'étonna Sandrine. Ils l'ont fait disparaître. Lui ont retiré sa licence. L'ont ruiné. Mais il a été plus malin. Il a gardé une copie. Il l'a transmise à la juge. Il a pris un risque fou. C'est un héros, Sandrine. On frappa à la porte. Un policier en tenue. Et derrière lui, Jean-Pierre Bernard. Il semblait plus âgé, plus las que dans son souvenir, mais il se tenait droit. Madame Duval, dit-il d'une voix posée. Je regrette de ne pas avoir pu mettre fin à cela plus tôt. Sandrine regarda cet homme bafoué, brisé, qui l'avait sauvé, qui l'avait cru quand plus personne ne la croyait, quand elle-même n'y croyait plus. Elle se souleva sur ses coudes. Monsieur Bernard, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis 1 an. Vous n'y avez pas mis fin, vous l'avez achevé. Je vous remercie. Jean-Pierre Bernard acquiesça, un léger sourire triste aux lèvres. Le procureur classe l'affaire contre moi. Et la juge Dubois a évoqué une recommandation judiciaire. Je devrais récupérer ma licence d'ici lundi. Sandrine se laissa retomber sur l'oreiller. Le bip du moniteur cardiaque était régulier, puissant. Elle était libre. Elle avait été prisonnière d'une cage dorée, érigée par son mari, verrouillée par sa maîtresse. Ils avaient voulu la persuader qu'elle était malade. Ils avaient voulu la persuader qu'elle était folle. Ils avaient souri, ricané, en la regardant décliner. Mais ils l'avaient sous-estimée. Ils avaient sous-estimé Jean-Pierre Bernard. Et ils avaient, sans le moindre doute, sous-estimé la juge Monique Dubois. Antoine, dit Sandrine, le regard perdu dans le plafond blanc immaculé. Oui, Sandrine. À ma sortie, je veux que vous engagiez une nouvelle procédure. Pas un divorce. Une annulation de mariage pour fraude. Et ensuite, je veux que vous lanciez la plus grande action civile que cette ville ait jamais connue. Je veux leur tout prendre. Antoine Martin, pour la première fois depuis 1 mois, se mit à rire. Je crois que c'est tout à fait envisageable, Sandrine. Elle ferma les yeux, non de fatigue, mais de concentration. Le brouillard s'était levé. Sandrine Duval était de retour.
Les répercussions ne furent pas une simple onde, mais un souffle nucléaire, dont l'épicentre était la salle d'audience où la juge Dubois avait fait détonner la vérité. La une du courrier de la ville affichait un seul mot en caractères gras de 90 points, poison. En dessous, 2 photos en vis-à-vis, le conseiller municipal Nicolas Durand, souriant et saluant la foule en campagne, et sa photo d'identité judiciaire, le visage cireux, la mâchoire tombante, prise quelques heures plus tôt. L'article, qui publiait la transcription intégrale et authentifiée de l'enregistrement de 12 minutes, pulvérisait l'image du couple modèle de la ville. Le séisme politique fut instantané et dévastateur. Le maire, qui avait misé sa réélection sur le soutien à Nicolas, donna une conférence de presse embarrassée, les mains moites. « Je suis révolté, écœuré. 7. Cet homme n'est pas celui que je pensais connaître. C'est une trahison, une pathologie, un acte d'une perversité que nous. Que le parti. Nous condamnons avec la plus grande fermeté. » Dans son bureau perché au 50e étage, Stéphane Leroy, l'avocat requin, se contemplait les mains. Il avait toujours su que Nicolas était un menteur. C'était son métier de défendre les menteurs. Mais ceci. C'était d'une autre ampleur. Il n'avait pas été un avocat. Il avait été un instrument. L'instrument qu'un monstre avait utilisé pour tenter d'anéantir sa femme. La souillure qu'il ressentait était bien réelle. Il appela sa secrétaire. Diane, un communiqué. Avec effet immédiat, moi, Stéphane Leroy, et mon cabinet, cessons de représenter M. Nicolas Durand, pour rupture fondamentale et irrémédiable de la confiance entre l'avocat et son client. Nous nous tenons à l'entière disposition du parquet. La procureure, une jeune femme brillante et incisive nommée Manon Roux, comprit immédiatement la portée de l'affaire, c'était l'affaire de sa carrière. Elle se présenta devant le même parterre de micros qui venait de crucifier le maire. Mais elle était l'incarnation d'une justice froide et implacable. Il ne s'agit pas d'un simple divorce qui a mal tourné, déclara-t-elle d'une voix qui ne tremblait pas. Il s'agit d'une tentative de destruction froide et préméditée. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est un crime de pouvoir. Et dans cette ville, sous mon autorité, nous ne laissons aucune place à ceux qui s'attaquent aux plus faibles. Nous requérons les peines les plus lourdes prévues par la loi. Sandrine ne se rendit pas à la comparution. Elle la suivit sur un petit écran de télévision fixé au mur de sa chambre d'hôpital. Le brouillard mental avait disparu, mais son corps se rebellait. La cure de désintoxication était un calvaire. Ses nerfs, longtemps anesthésiés par le cocktail chimique, étaient à vif. Des migraines fulgurantes la terrassaient. Ses mains tremblaient, et ses nuits étaient peuplées de cauchemars qui n'étaient pas des songes, mais des souvenirs. À l'écran, elle vit Nicolas et Chloé comparaître. Les combinaisons oranges, trop grandes, leur donnaient une allure grotesque. Nicolas, l'homme du peuple, la barbe de plusieurs jours, ses fameux cheveux en bataille et gras. Chloé, la féline racée, le teint blafard, ses traits fins devenus anguleux, les cheveux ramenés en une queue de cheval terne et sans vie. Ils étaient menottés. Le son de la télévision était coupé, mais Sandrine n'avait pas besoin de l'entendre. Elle observa leurs regards. Conduits au box des accusés, leurs yeux se croisèrent. Ce n'était plus de la haine. C'était un dialogue silencieux et venimeux. C'est ta faute. Tu devais être plus intelligent. Tu as tout gâché. Le poison qu'ils avaient distillé pour Sandrine les avait finalement rongés de l'intérieur. La procureure Roux s'opposait à leur libération sous caution. Votre honneur, il ne s'agit pas seulement d'un risque de fuite. Ces individus, nous l'avons démontré, sont manipulateurs, riches, et d'une indifférence totale à la vie humaine et à la loi. Ils ont déjà prouvé leur capacité à utiliser leurs moyens pour détruire des preuves et des personnes. Les remettre en liberté serait une insulte à leurs victimes et un danger public. Le juge, un nouveau magistrat pour l'affaire criminelle, abonda dans son sens. Caution fixée à 5 millions d'euros chacun. En numéraire. Une ordonnance d'urgence, émise par la juge Dubois au civil, avait déjà fait geler l'intégralité de leurs avoirs, comptes et lignes de crédit. La maison était sous scellé. Les voitures saisies. Les comptes joints bloqués. Ils n'auraient pas pu payer la caution, même si elle n'avait été que de 5 euros. Sandrine vit l'huissière emmener Chloé. Le rictus avait disparu. Le triomphe s'était envolé. Il ne restait rien.
qu'une jeune femme vide et effrayée. Sandrine ne ressentit rien. Ni pitié, ni colère. Juste un grand vide glacial. Elle éteignit la télévision. Sa convalescence fut la plus dure épreuve de sa vie. Le docteur Aéris, son toxicologue, était un homme bienveillant mais direct. Nous purifions votre organisme, Sandrine, mais la désintoxication physique n'est que la première étape. Le plus gros du travail se fera dans votre tête. Le brouillard était une prison chimique. Vous devez maintenant réapprendre à vivre sans. Vos souvenirs sont tous là. Ils étaient simplement bloqués. Ils vont refaire surface, et ce sera douloureux. Il avait vu juste. Une nuit, une semaine après, alors qu'elle tentait de lire, les lettres se mirent à danser. Elle ferma les yeux, et se retrouva 6 mois en arrière, dans sa cuisine. Elle tient un verre d'eau. Il fait chaud. Elle a une soif terrible. Ma chérie, dit Nicolas de sa voix de velours. Il lui tend son smoothie au bien-être. Ce breuvage au goût métallique. Ne te gave pas d'eau. Bois ça. C'est moi qui l'ai fait, spécialement pour toi. Elle se souvient lui avoir souri, l'avoir remercié. Tu prends si bien soin de moi, Nicolas. Toujours, avait-il répondu en déposant un baiser sur son front. Ses yeux, elle s'en souvenait à présent, étaient froids. D'un froid polaire. Elle fondit en larmes, non de rage, mais de chagrin. Elle pleura la femme qui avait souri en buvant le poison. Elle pleura ces 15 années de mariage qui lui apparaissaient désormais comme une farce macabre. Elle n'avait pas été seulement une victime. Elle avait été une dupe, crédule et amoureuse. La honte était un poison aussi virulent que le lithium. C'est Jean-Pierre Bernard qui l'aida à sortir de cette spirale. Il lui rendit visite, visiblement mal à l'aise dans cette chambre d'hôpital aseptisée. Il tenait sa vieille sacoche usée. On me l'a rendue, dit-il en la tapotant. Ma licence est officiellement réactivée. Le procureur a abandonné les poursuites pour chantage avec classement sans suite. Merci, Jean-Pierre, dit-elle, la voix plus assurée. Je vous ai apporté quelque chose, dit-il en sortant un dossier. Je voulais que vous le voyiez, pas seulement que vous en entendiez parler. Il étala des photocopies de documents. L'ouverture d'une boîte postale dans une ville voisine au nom de Chloé Moreau. Une commande en ligne sur un site estonien de produits de bien-être pour 500 grammes d'orotate de lithium en poudre. Une facture d'un fournisseur de produits chimiques, du type de ceux qui équipent les laboratoires de lycée, pour l'agent Lian. Le tout réglé par carte de crédit prépayée. Le tout livré à la boîte postale de Chloé. Il se croyait si habile, dit Jean-Pierre, la voix chargée de mépris. Anonyme. Mais il fallait bien récupérer le courrier. J'ai obtenu les enregistrements de surveillance de la poste. Un mois entier. Il posa une dernière photo 20x25 sur le lit. On y voyait Chloé, perruque blonde et lunettes de soleil, jetant un regard inquiet par-dessus son épaule en ouvrant le petit casier. Il me considérait comme un objet, murmura Sandrine en suivant du doigt le contour de la perruque. Elle me considérait comme un obstacle. Elle leva les yeux vers Jean-Pierre, son chagrin s'effaçant pour laisser place à une lueur dure et déterminée. Ils ont tous les deux oublié que j'étais un être humain. Le procès civil ne fut qu'une formalité. Nicolas et Chloé, suivant les conseils de leurs nouveaux avocats commis d'office débordés, ne contestèrent pas les faits. Ils ne pouvaient réfuter ni l'enregistrement, ni le rapport toxicologique. Ils préféraient économiser leurs forces et le peu de dignité qu'il leur restait pour le procès pénal. Sandrine était présente. Assise au premier rang, impeccable dans une robe sombre et bien coupée. La juge Monique Dubois présidait, et dans l'enceinte austère du tribunal civil, elle était souveraine. Un contrat, déclara la juge Dubois d'une voix pleine de mépris en brandissant le contrat de mariage, repose sur le principe de la bonne foi. Monsieur Durand et mademoiselle Moreau n'ont pas seulement fait preuve de mauvaise foi. Ils ont fait preuve d'une foi criminelle. Ce document, destiné à protéger le patrimoine de Monsieur Durand en cas de divorce, est fondé sur un mariage qui, dans sa dernière année, n'était qu'une supercherie, un acte d'agression malveillante et continue. Elle déchira le document en deux. Le bruit sec résonna dans le silence. Ce contrat de mariage n'est pas simplement nul et non avenu. Il est une insulte à l'institution du mariage et à cette cour. Elle lui accorda tout. La maison,
les portefeuilles d'actions, les fonds de pension. Puis elle alla plus loin. Cette cour estime que Sandrine Duval ne peut se contenter de la moitié, ni même de la totalité, des biens matrimoniaux. Elle est en droit d'obtenir réparation pour le temps, la santé, la carrière et la dignité qui lui ont été spoliés. Je condamne donc les défendeurs à des dommages et intérêts punitifs à hauteur de 20 millions d'euros, à prélever sur l'ensemble de leurs biens présents et à venir. Elle se reprit. Point de Nicolas Durand et de Chloé Moreau. Le marteau tomba. Sandrine ne sourit pas. Elle se contenta de respirer. Pour la première fois, l'air lui sembla sien. Le procès pénal se tint 6 mois plus tard. La métamorphose était achevée. La femme qui pénétra dans la salle d'audience 3B, celle-là même où elle s'était effondrée, n'était pas Sandrine Duval, l'épouse du politicien. C'était simplement Sandrine. Cheveux coupés courts, en un carré dynamique. Vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine. La femme frêle avait disparu. Elle avait fait du sport, et sa force nouvelle était palpable. Ses yeux, clairs et vifs, ne laissaient rien passer. Les nouveaux avocats de la défense n'avaient plus qu'une seule carte à jouer, les dresser l'un contre l'autre. Nicolas Durand, un homme soumis à une pression publique écrasante, manipulé par cette jeune femme arriviste, plaida l'un. Chloé Moreau, une jeune femme éprise, sous l'emprise de cet homme puissant et sociopathe, rétorqua l'autre. Leur stratégie vola en éclats lorsque Sandrine fut appelée à la barre. L'avocat de la défense, un certain Green, tenta l'approche de la douceur. Erreur fatale. Madame Duval, Sandrine, vous deviez être si terriblement perdue. Tout ce stress. Vous deviez être si fragile. Sandrine le regarda droit dans les yeux. Le tribunal s'effaça. Il n'y avait plus que lui et elle. Maître Green, dit-elle, sa voix posée mais portant jusqu'au fond de la salle. Soyons précis. Fragile, c'est pour un vase qui risque de se briser. Perdu, c'est quand on cherche son chemin. Je n'étais pas perdu. J'étais empoisonné. Je n'étais pas fragile. J'étais la victime d'une attaque chimique, préméditée et malveillante, destinée à simuler un déséquilibre mental. Un plan, dit-elle en se tournant légèrement vers les jurés, imaginé et mis en œuvre par les 2 personnes assises à cette table. Elle se tourna de nouveau vers l'avocat. Ils ne me croyaient pas folle. Ils me savaient saine d'esprit. Ils se sont méthodiquement acharnés pendant 6 mois à me faire devenir folle, à me faire disparaître. Elle se pencha en avant, sa voix se faisant plus basse, mais chargée d'une fureur froide. Ils ont échoué. Je suis toujours saine d'esprit, et je suis toujours là. Ne me qualifiez plus jamais de fragile. Maître Green consulta ses notes. Il regarda le juge. Il regarda le jury, qui buvait les paroles de Sandrine. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Il se rassit. Le jury ne délibéra que 45 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Association de malfaiteurs, coups et blessures aggravées, escroquerie, faux témoignages. Nicolas Durand s'effondra. L'homme du peuple n'était plus, remplacé par une épave sanglotante et geignarde. Il se débattit contre ses menottes, le visage congestionné. Il hurla en direction de Chloé. C'est toi. C'était ton idée, espèce de monstre. Tu m'as dit que c'était sans risque. Tu as tout gâché. Et Chloé qui était vide, le regarda, et un rire horrible, sec, cassé, lui échappa. Mon idée? Oh, Nicolas, tu as adoré. Tu as adoré la voir s'éteindre. Tu as aimé ça plus que tu ne m'as jamais aimé. L'autodestruction était totale. La juge Dubois, qui avait souhaité prononcer la sentence, était grave. Vous deux incarnez une faillite morale fondamentale. Une noirceur que cette cour peine à concevoir. Vous servirez d'exemple. Nicolas Durand, 15 ans de réclusion. Chloé Moreau, 12 ans. Sandrine se tenait sur le parvis du palais de justice. Les médias l'assaillirent, mais l'ambiance était différente. C'était du respect. Madame Duval, quel est votre sentiment? Et maintenant? Sandrine leva la main. Le silence se fit. Pendant 6 mois, dit-elle, sa voix claire portant dans l'après-midi ensoleillé. On m'a dit que j'étais folle. On m'a dit que j'étais malade.
que j'étais faible. Aujourd'hui, la justice a confirmé ce que moi, et quelques personnes de bien, savions depuis le début. Je n'étais rien de tout cela. Je suis une survivante. Un journaliste lança, et Jean-Pierre Bernard? Le visage de Sandrine s'adoucit un instant. Monsieur Bernard est un homme qui a compris que la justice n'est pas un vain mot dans un code de loi. C'est un acte. Sa licence lui a été restituée. Sa réputation est lavée. Elle prit une inspiration, un léger sourire de fierté aux lèvres. Et sa nouvelle agence, Bernard et Duval Investigation, ouvre ses portes le 1er du mois. Un murmure de stupéfaction parcourut la foule. Elle n'attendit pas d'autres questions. Elle traversa seule la marée de journalistes qui s'ouvrit sur son passage. Elle ne monta pas dans une voiture avec chauffeur. Elle rejoignit une simple berline gris foncé, s'installa au volant et partit. La victime avait disparu. Sandrine Duval était enfin aux commandes. Au bout du compte, ce n'était pas qu'une question d'enregistrement. C'était l'histoire d'un système qui a failli jusqu'à ce qu'une personne, la juge Dubois, décide d'y regarder de plus près. C'était l'histoire d'un homme, Jean-Pierre Bernard, qui a tout risqué pour faire éclater la vérité. Et c'était l'histoire d'une femme, poussée dans ses derniers retranchements, méthodiquement effacée, mais qui a trouvé en elle la force de renaître. Les sourires des coupables sont toujours les premiers à s'effacer face à la lumière de la vérité. Nicolas et Chloé pensaient écrire le dernier chapitre de sa vie, mais ils n'ont fait qu'écrire le leur. Que pensez-vous de la décision audacieuse de la juge Dubois? Partagez votre avis dans les commentaires. Cette histoire nous rappelle de toujours suivre notre intuition et de nous battre pour ce qui est juste, même quand le monde entier tente de nous faire croire que nous avons perdu la raison. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à laisser un j'aime. C'est un grand soutien pour la chaîne. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les récits où la justice triomphe. Enfin, pour ne manquer aucune de nos histoires de trahison et de vengeance, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. De nouvelles histoires sont publiées chaque semaine, et vous ne voudrez pas les rater. Le silence réveilla Philippe Dupont. Pas le réveil, ni le soleil de Provence filtrant à travers les épais rideaux de sa grande maison moderne. Un calme absolu, anormal. L'odeur de café artisanal qui embaumait habituellement son matin avait disparu. Il tâtonna sur le lit king size, sa main ne rencontrant que la soie froide et lisse du côté de sa femme. Un frisson d'irritation le parcourut. Il sortit de la chambre, sa voix se répercutant sur le marbre. Valérie. Seul le ronronnement du réfrigérateur Sub-Zero lui répondit. C'est alors qu'il la vit. Une unique goutte de sang, parfaite, près de la porte du garage. Et sur la table de nuit, son alliance, posée là comme un reproche muet. Son univers, si parfaitement maîtrisé, se fissura. La grande maison moderne en Provence était un joyau d'architecture, une vitrine de verre, d'acier et de marbre italien qui reflétait tout sans rien dévoiler. La veille, ces murs insonorisés avaient été les témoins silencieux du prélude à la disparition de Valérie Lemaire. Tout avait commencé, comme si souvent, par une contrariété de Philippe. L'acquisition d'Etalred Biotech, l'affaire de sa carrière, venait de capoter. 3 mois de travail, avait-il fulminé, les doigts crispés sur son téléphone en arpentant la cuisine à 100 000 €. Réduit à néant. Tout ça parce qu'une poignée d'administrateurs à la conscience fragile s'est soudain soucié d'éthique. Valérie se mouvait avec la prudence calculée d'une démineuse. Elle connaissait par cœur la géographie de sa colère. La tension de sa mâchoire était un indicateur, le serrement de ses poings un compte à rebours. Elle posa son café, dont les grains valaient plus que le budget alimentaire mensuel de bien des gens, sur l'îlot de granit. Les manches de son chemisier de marque dissimulaient les ecchymoses jaunissantes de la semaine précédente. « Ton café, mon chéri, dit-elle. » Sa voix était une mélodie doucereuse, un poison qu'elle s'administrait elle-même. Il ne quitta pas sa tablette des yeux. Ma source m'apprend qu'un membre de leur conseil a reçu un coup de fil. Une dénonciation anonyme sur notre culture d'entreprise un peu trop agressive. Ses yeux, froids et sombres, se levèrent enfin sur elle. C'est curieux, non? Comme les secrets de famille finissent toujours par s'éventer. Le cœur de Valérie battait la chamade, un oiseau affolé dans sa cage thoracique. Elle conserva son expression neutre, un masque qu'elle portait depuis 8 ans. C'est affreux, Philippe. Je suis navré. Navré.
Il s'approcha, sa haute stature de 1m88 occultant la lumière. Il avait une beauté cruelle, celle des prédateurs, un charisme qui était une arme. « Tu es toujours navré, n'est-ce pas, ma puce ?» Sa main s'abattit, non pour frapper, mais avec une douceur trompeuse. Son pouce caressa sa mâchoire. Mais la pression était un avertissement. « Tu n'as pas rappelé ta sœur, j'espère ? Pour lui raconter nos petits secrets. » Sa sœur Carole, sa jumelle, son unique lien avec le monde extérieur à cette prison dorée. Leurs appels hebdomadaires étaient surveillés, truffés de phrases codées que Valérie espérait indéchiffrables pour Philippe. Bien sûr que non. Je connais les règles. Gentille fille. Son pouce appuya plus fort, juste sous son oreille. Les règles sont là pour nous protéger. Pour nous maintenir unis. Il se pencha, son haleine chaude imprégnée du grand cru de la veille. L'affaire Henderson, c'était mon projet. Et quand je perds quelque chose, il faut que je casse autre chose. Tu le sais, ça, n'est-ce pas ? Elle acquiesça d'un mouvement quasi imperceptible. S'opposer, c'était l'escalade. L'escalade, c'était une visite aux urgences et une histoire de chute dans l'escalier à inventer. Obéir, c'était survivre. Il parut satisfait, sa colère calmée pour un temps par sa docilité. Il la relâcha et retourna à sa tablette. J'ai une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Sors-moi mon costume sur mesure gris et annule ton déjeuner avec Sarah. J'ai besoin de toi. Il faut gérer cette crise. Ce déjeuner avec Sarah, sa seule amie dans cette vie d'isolement, était son unique lueur d'espoir. Un autre lien avec l'extérieur, tranché. Entendu, Philippe. En se dirigeant vers leur chambre, elle ne pensait pas au costume. Elle pensait au micro-enregistreur de qualité militaire dissimulé dans l'armature de son soutien-gorge. Il avait tout capté. La menace, l'aveu de sa possessivité, sa violence à demi-mot. Un fichier de plus à ajouter à la collection qu'elle rassemblait depuis 3 ans. Un arsenal numérique, caché derrière les paires de chaussures de son dressing, dans un petit coffre-fort dont il ignorait l'existence. Le plan, échafaudé avec Carole au fil de centaines de messages cryptés et de conversations chuchotées et larmoyantes, touchait à sa fin. La crise de la veille n'était pas une nuit de terreur de plus. C'était la pièce manquante du puzzle. Le signal. Elle avait appris à arborer le sourire de la parfaite prisonnière. Mais derrière ce masque, la tempête grondait. Philippe Dupont se voyait en roi dans son château, en maître de l'univers. Il ne se doutait pas qu'il n'était qu'un pion dans l'histoire qu'elle écrivait. Une tragédie dont il était le héros maléfique, et dont la chute serait le point final. À 9 heures, l'irritation de Philippe avait laissé place à une angoisse froide et aiguë. Valérie n'était pas au spa. Ni dans les boutiques de luxe de la rue Paradis. Sa Tesla avait disparu du garage, et l'application de géolocalisation qui l'avait forcé à installer sur son téléphone indiquait une position fixe, sur l'îlot de la cuisine, là où l'appareil gisait en morceaux. Ce n'était pas une bouderie. C'était un acte de guerre. Il appela sa sœur, Carole Lemaire, une avocate renommée à Toulouse. Le téléphone sonna 2 fois. Carole Lemaire. Sa voix était professionnelle, précise, impénétrable. Où est-elle ? Le ton de Philippe était un grondement sec, dénué de toute politesse. Un silence délibéré s'installa, lourd de sous-entendus. Pardon ? Qui est à l'appareil ? Arrête ton jeu, Carole. C'est Philippe. Où est ta sœur ? Philippe, il est 7 heures du matin ici. Un problème ? Sa fausse inquiétude était un chef-d'œuvre de mépris. Il l'imaginait sourire. Valérie est partie. Sa voiture, des vêtements. Elle a laissé son alliance. Elle a dû t'appeler. Et pourquoi m'aurait-elle appelé, Philippe ? Le ton de Carole se durcit, le masque professionnel tombant pour révéler une volonté de faire. Tu as été très clair l'an dernier. Mon influence sur elle était, je cite, déstabilisatrice. Je n'ai pas parlé à ma sœur depuis 3 semaines, à cause de toi. C'était vrai. Après avoir découvert leur code secret d'enfance, il avait mis fin à leurs appels. Il pensait avoir coupé le dernier lien de Valérie avec son passé. La pensée qu'elles aient pu trouver un autre moyen de communiquer, qu'il ait pu être dupé, le fit bouillir de rage. Elle reviendra, dit-il,
plus pour s'en convaincre que pour la convaincre. Elle n'est rien sans moi. Elle finit toujours par revenir. Tu crois? La question était posée calmement, mais elle fit l'effet d'un uppercut. Philippe, qu'est-ce que tu lui as fait? Ce prénom. Philippe. Le prénom de leur père. L'arme secrète de Carole, un nom synonyme d'une autre forme de tyrannie domestique qu'elles avaient toutes deux connue enfant. Une façon de lui dire qu'elle voyait clair en lui, qu'elle voyait le monstre qui portait le même nom. Il raccrocha violemment, le bruit faisant écho à son propre chaos intérieur. Il passa l'heure suivante au téléphone avec son assistante, Isabelle Blanc. Annulez tous mes rendez-vous. J'ai une mission pour vous. Confidentielle. Tracez toutes les cartes de crédit de Valérie et récupérez les enregistrements de surveillance de la maison des dernières 24 heures. Toutes les caméras, monsieur? Est-ce que Madame Dupont va bien? La voix d'Isabelle était teintée d'une hésitation nouvelle. Contentez-vous de le faire, Isabelle. 1 heure plus tard, Isabelle rappela. Son ton n'était plus hésitant. Il était glacial. Monsieur Dupont, toutes les cartes de crédit ont été annulées hier après-midi. Madame Dupont a également vidé le compte épargne commun. Elle l'a fait en ligne, à 16h17. Il sentit le sol s'effondrer. Les enregistrements? C'est là que ça se complique, monsieur, dit Isabelle, la voix étranglée. Le système central a été piraté cette nuit, depuis une adresse IP externe, hautement sécurisée. Ils n'ont pas seulement pris les dernières 24 heures. Ils ont téléchargé l'intégralité des archives, 8 ans d'enregistrement, avant d'effacer le serveur. Il n'y a plus rien. Le téléphone lui glissa presque des mains. Ce n'était pas une fugue. C'était un braquage. Elle ne s'était pas contentée de le fuir. Elle lui avait volé son histoire, volé les preuves de sa vie à ses côtés. Sa grande maison, autrefois sa citadelle, ressemblait maintenant à une scène de crime dont il était le seul suspect. Il erra de pièce en pièce, ne voyant plus un foyer, mais une prison dont chaque recoin était documenté. Les caméras, installées pour la surveiller, la contrôler, étaient devenues des armes pointées sur lui. Pendant 8 ans, il avait été le chasseur, le détenteur du pouvoir absolu. Aujourd'hui, dans le silence de mort de sa maison parfaite, Philippe Dupont commençait à comprendre ce que signifiait être la proie. Le fantôme dans la machine était sa femme, et elle avait une longueur d'avance. Tandis que Philippe Dupont arpentait le marbre froid de sa cage en Provence, l'artisane de sa chute se trouvait à 500 km de là, dans un bureau d'avocat cossu de Toulouse avec vue sur la ville. Carole Lemaire était assise à son bureau d'acajou, incarnant une fureur froide et maîtrisée. Son bureau était son quartier général, et elle était une générale menant une guerre planifiée de longue date. Sur un écran, un transfert de fichiers sécurisés s'achevait. 8 ans de la vie de Philippe. Chaque cri, chaque menace, chaque acte de cruauté ordinaire, désormais à l'abri sur un serveur qu'il ne pourrait jamais atteindre. Sur un autre, elle rédigeait un courriel anonyme. La liste des destinataires était courte mais efficace, les 3 membres les plus puissants du conseil d'administration d'Olivier Innovation. Ses mains étaient stables lorsqu'elle joignit le premier fichier. Un court extrait vidéo en haute définition. Datant de 2 mois. Le son était parfait. Tu crois avoir le choix? Crachait la voix de Philippe dans les haut-parleurs. Tu es dans cette maison parce que j'y consens. Tes amis, ta famille, ta vie même. C'est un privilège que je t'accorde, et que je peux te reprendre. La vidéo le montrait acculant Valérie dans un coin, la menaçant du doigt. Carole visionna l'extrait, le visage de marbre, mais son cœur était lourd d'un chagrin si intense qu'il en devenait physique. Elle se souvint de l'appel qui avait suivi cet épisode. Valérie chuchotait, terrée dans une salle de bain d'amis, la voix brisée, en lui racontant la scène. Il a découvert que j'avais envoyé de l'argent à la maison de retraite de maman, avait sangloté Valérie. Il a dit qu'il lui couperait les vivres si je recommençais. Il me tient, Carole. Il nous tient toutes. Plus pour longtemps, avait promis Carole d'une voix féroce. On y est presque, Val. Accroche-toi. Sois prudente. Continue d'enregistrer. Cette promesse était le moteur de l'incendie qu'elle s'apprêtait à déclencher. Ce n'était pas qu'une question de justice. C'était une question de reconquête. Reconquérir la sœur que Philippe avait tenté d'anéantir.
Depuis des années, elle le regardait méthodiquement démolir Valérie, la coupant de sa famille, contrôlant ses finances, sapant sa confiance jusqu'à ce que la femme brillante et pleine de vie qu'elle avait été ne soit plus qu'un fantôme. Carole avait dû jouer un jeu long et pénible, feindre la cordialité, ravaler sa colère pendant les fêtes de famille, tout en conseillant secrètement à Valérie comment organiser sa fuite. Une preuve numérique après l'autre. Elle cliqua sur « Envoyer ». L'objet de l'email était sobre, question de leadership. Le corps du message, encore plus, avant votre réunion d'urgence de ce matin sur l'affaire Etalred, je vous suggère de consulter le fichier ci-joint concernant la culture d'entreprise de votre PDG. D'autres suivront. Puis, elle se connecta à un réseau complexe de comptes offshore mis en place des mois plus tôt via une série de sociétés écrans. En quelques clics, elle ordonna un virement. Une petite somme, juste assez pour être détectée. Un montant précis, prélevé sur l'un des fonds d'investissement personnels les moins connus de Philippe, et viré sur un compte qui disparaîtrait en 12 heures. Un avertissement. Un signal que son empire financier était aussi fragile que sa réputation. Elle s'adossa à son fauteuil en cuir, tandis que les lumières de la ville commençaient à percer la pénombre. La première phase était achevée. La bombe était armée, le compte à rebours lancé. Philippe croyait chercher une épouse en fuite. Il ignorait qu'il livrait une guerre sur 2 fronts, contre un fantôme de son passé et une avocate qui n'avait plus rien à perdre. Le chagrin de Carole était une meule, et depuis 8 ans, elle y affûtait sa colère. La lame était si fine, si acérée, qu'il ne la verrait pas venir avant qu'elle ne le tranche de tout ce qui lui était cher. La partie était engagée, et elle avait plusieurs coups d'avance. En 48 heures, les lézards dans l'édifice de Philippe Dupont se transformèrent en gouffres. La vidéo anonyme fit l'effet d'une bombe au sein du conseil d'administration. Sa réunion d'urgence sur l'échec d'Etalred fut parasitée par des questions feutrées mais insistantes sur son style de management. Il tempêta, nia en bloc, mais le mal était fait. Le poison du doute était instillé. Sa vie privée était en ruine. Il engagea Pierre Girard, un détective privé bourru et cynique, spécialisé dans la recherche de personnes disparues volontairement. On ne s'évapore pas comme ça, monsieur Dupont, dit Pierre, son bureau empestant le café froid et le désespoir. Il alluma une cigarette, ignorant l'autocollant « Défense de fumée » sur son propre mur. Pas à notre époque. Votre femme a été intelligente. Plus que vous ne le pensiez. Valérie était incapable d'organiser une liste de courses sans moi, rétorqua Philippe, son propre mensonge lui laissant un goût amer. Pierre eut un rire sans joie. C'est ce que disent tous les tyrans domestiques juste avant de se faire plumer. Vous la pensiez sous contrôle, mais elle préparait son évasion pendant que vous teniez la laisse. Ces mots firent l'effet d'un coup de poing. Le lendemain, son assistante, Isabelle, entra dans son bureau. Le visage blême, les yeux remplis d'un mélange de peur et de dégoût. Elle posa sa lettre de démission sur son bureau. Isabelle, qu'est-ce que cela signifie ? Exigea-t-il. J'ai reçu un email ce matin, monsieur Dupont, dit-elle d'une voix tremblante. Anonyme. Avec un fichier vidéo. Elle ne pouvait le regarder en face. Celui de votre cuisine, la nuit du gala Henderson, l'an dernier. Quand vous. Elle ne put finir sa phrase. Je ne peux plus travailler ici. Je ne peux plus cautionner ça. Elle tourna les talons et le laissa seul dans le silence de son bureau de verre. La seule personne qui gérait sa vie professionnelle dans les moindres détails venait de l'abandonner. L'étau se resserrait. 2 jours plus tard, Pierre Girard le convoqua dans son bureau exigu. Il étala une série de photos de mauvaise qualité sur son bureau, comme des cartes d'un jeu de tarot macabre. Des clichés de Valérie, pris au cours des 6 derniers mois. Valérie attablée avec une femme dans un café d'un village en Normandie. Valérie entrant dans un immeuble de bureaux sans âme dans une petite ville de la Loire. Votre femme menait une double vie, constata Pierre en secouant la cendre de sa cigarette dans un gobelet en plastique. Ce n'était pas des virées shopping. La femme qu'elle rencontre, c'est sa sœur jumelle, Carole Lemaire. Et cet immeuble, c'est un centre d'aide juridique et un groupe de parole pour les victimes de violences conjugales. Philippe dévisagea les photos. Valérie y semblait différente. Plus droite, plus vivante. Elle souriait, riait avec sa sœur. Un sourire authentique, qu'il n'avait pas vu depuis des années. C'était le visage d'une inconnue.
Et ce n'est pas tout, ajouta Pierre en lui tendant une dernière photo. Prise il y a 3 jours, dans une station-service près de Toulouse. On y voyait Carole Lemaire faisant le plein d'une Tesla. La Tesla de Valérie. Mais Valérie n'était pas là. Carole était seule. Elle est donc à Toulouse, souffla Philippe, une bouffée d'adrénaline balayant sa panique. Il avait un lieu, une cible. Pierre secoua lentement la tête. Vous ne comprenez pas. Votre femme a une jumelle qui est une avocate redoutable. Elle prépare ce coup depuis des années. Ce n'est pas un divorce, monsieur Dupont. C'est une opération de démolition. Mon conseil, arrêtez de chercher votre femme et trouvez-vous le meilleur avocat de France. Parce qu'une tempête se prépare, et vous êtes en plein dedans. En quittant le bureau du détective, le soleil de Provence lui parut glacial. L'image des 2 sœurs, riant ensemble, était gravée dans sa mémoire. Il avait joué aux dames, avec force et intimidation. Il réalisait maintenant qu'il était engagé dans une partie d'échecs contre 2 reines, qui venaient de lui annoncer échec et mat. Il n'avait même pas su que la partie avait commencé. L'obsession devint le quotidien de Philippe. Ignorant les conseils de Pierre, il était consumé par le besoin pervers de retrouver Valérie, de l'affronter, de reprendre le contrôle qui lui échappait. Il la voyait partout, dans la foule, dans la rue, dans le reflet des fenêtres de son bureau. Il passa des heures à visionner en boucle l'unique extrait de vidéo de surveillance, fourni par un voisin, montrant la Tesla de Valérie quittant leur allée au petit matin. Il traquait un fantôme, et cette chasse le rendait fou. Son monde n'était plus qu'une litanie de mauvaises nouvelles. Une deuxième vidéo avait fuité, cette fois sur un blog spécialisé en technologie. Le cours de ses actions chuta. Les investisseurs appelaient, exigeant des explications. Il devenait un pestiféré dans ce monde qu'il avait autrefois dominé. Mais tout cela n'était que du bruit de fond. Seule la retrouvée comptait. L'appel arriva un mardi après-midi. Ce n'était pas Pierre Girard. Numéro masqué. Philippe Dupont? La voix était masculine, professionnelle, lasse. Qui est à l'appareil? Aboya Philippe. Inspecteur Fournier, police de Toulouse. Nous tentons de vous joindre depuis 2 jours, monsieur. Votre assistante nous a dit que vous étiez indisponible. Toulouse? Son sang se figea. Pourquoi? C'est au sujet de votre épouse, Valérie Lemaire Dupont, dit l'inspecteur. Il y a eu un incident. Nous avons besoin de votre présence pour une identification. Les mots n'avaient aucun sens. Identification? De quoi parlez-vous? Elle est chez sa sœur. Mon détective privé la cherche. Un lourd silence s'installa. Monsieur, reprit l'inspecteur Fournier, sa voix s'adoucissant d'une compassion professionnelle et sombre. Une femme correspondant au signalement de votre épouse a été découverte dans une chambre d'hôtel ici, à Toulouse, il y a 3 jours. Nous pensons qu'il s'agit d'elle. Le vol du Nord vers Toulouse fut un purgatoire, un temps suspendu entre 2 réalités. L'une où Valérie était une ennemie brillante et vengeresse, l'autre, impossible, qu'il ne pouvait encore concevoir. Il entra à la morgue de la préfecture de Toulouse, l'odeur âcre des produits chimiques l'agressant. L'employé souleva le drap avec une indifférence routinière. Le monde de Philippe s'écroula. C'était Valérie. Son visage, blême et figé sous la lumière crue des néons, la petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche, souvenir d'une chute d'enfance. C'était bien elle, mais quelque chose clochait. Elle semblait sereine, d'une paix qu'il ne lui avait jamais connue en 8 ans. Apparemment une overdose, expliqua doucement l'inspecteur Fournier à ses côtés. Mélange de médicaments et d'alcool. Le médecin légiste estime qu'elle était décédée depuis plusieurs heures quand le personnel de l'hôtel l'a trouvée. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Pendant qu'il engageait des détectives, qu'il scrutait des photos, qu'il était dévoré par la rage de sa trahison. Elle était là, morte et froide. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté terrifiante. Les vidéos, les attaques financières, cette destruction méthodique et provocatrice de sa vie. Ce n'était pas l'œuvre de Valérie. C'était impossible. Il s'était battu contre un fantôme. La véritable architecte de sa chute n'était pas la femme qu'il traquait. C'était sa sœur. Carole avait utilisé sa propre identité comme leur, créant une fausse piste pour l'occuper,
pendant que la personne qu'il cherchait réellement était déjà hors d'atteinte. Définitivement. Le renversement de situation était total, un coup de poing à l'estomac qui lui coupa le souffle. Il n'avait pas été déjoué par sa femme soumise et brisée. Il avait été la cible d'un cerveau vengeur et endeuillé, qui utilisait la souffrance de sa sœur décédée comme une arme. Son obsession à retrouver Valérie n'avait été qu'une diversion, conçue pour le neutraliser pendant que Carole anéantissait sa vie, pierre par pierre. Il croyait se battre pour le contrôle. Il était en réalité le jouet inconscient d'une vengeance post-mortem orchestrée de main de maître. Monsieur Dupont. La voix de l'inspecteur le tira de sa stupeur. Au vu des circonstances, et de certaines allégations qui nous sont récemment parvenues, je dois vous informer que vous êtes considéré comme une personne d'intérêt dans le cadre de l'enquête sur le décès de votre épouse. La chambre d'hôtel de Toulouse était un lieu impersonnel, aseptisé, choisi pour son absence de caractère. C'est là, 4 jours avant la découverte de son corps, que Valérie Lemaire avait joué sa dernière carte. Assise au bord du lit king size, une constellation d'échymoses violacées marquant ses côtes et ses bras, dissimulés sous un pull en cachemire. En face d'elle, dans l'unique fauteuil de la chambre, se tenait Carole. Le visage de sa jumelle était un masque de chagrin et de rage froide. Le trajet depuis la Provence avait été un tourbillon de douleur et d'adrénaline. Chaque kilomètre qui la séparait de Philippe était une bouffée d'oxygène après des années d'asphyxie. Carole l'avait rejointe à un point de rendez-vous dans un petit village en Ardèche. Elles avaient échangé voiture et téléphone prépayés avec une efficacité d'agent secret. Maintenant, dans le silence de la chambre, l'adrénaline était retombée, laissant place à une lassitude infinie, une fatigue ancestrale. « Il m'a fêlé une côte cette fois, Carole », murmura Valérie d'une voix éteinte. Inutile de lui montrer. Carole, qui avait soigné tant de ses blessures au fil des ans, le voyait à sa posture, à sa respiration courte. L'affaire Ethelred a échoué. Il est rentré, fou de rage. J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Elle raconta la dernière agression, sa voix blanche, sans larmes, d'un calme effrayant. Elle le décrivit, debout au-dessus d'elle, le visage déformé par une jouissance qui la terrifiait plus encore que les coups. Elle parla à Carole de l'enregistreur, celui qui avait tout capté, chaque mot, chaque menace. Tout est là, dit Valérie en lui tendant une petite clé USB cryptée. Absolument tout. L'enregistrement de cette nuit-là, la sauvegarde complète du serveur de la maison, tous les documents financiers que j'ai pu copier. Tout est sur cette clé. Carole prit la clé, ses doigts se refermant sur l'objet comme sur une relique. Ça y est, Val. C'est plus que suffisant. On peut aller voir la police dès maintenant. On peut le faire condamner pour des années. Valérie secoua lentement la tête, un faible et triste sourire aux lèvres. La police ? Carole, il a la moitié des élus du département dans sa poche. Il étoufferait l'affaire sous les procédures. Il me ferait passer pour une femme instable et vénale. Et qu'adviendrait-il de nous ? De maman ? Il les a menacés. Il a dit qu'il détruirait tout ce que j'aime. Une ordonnance restrictive, pour un homme comme Philippe, ce n'est qu'un chiffon de papier. Il ne me lâcherait jamais. Jamais. La terrible évidence s'imposa à elle. Même libre, elle restait prisonnière. Le pouvoir de Philippe s'étendait bien au-delà des murs de leur maison. Alors, on fait quoi ? Demanda Carole, la voix nouée. On suit le plan, répondit Valérie, le regard fixe et clair pour la première fois depuis des années. La peur avait cédé la place à une détermination tranquille et funèbre. Tu déchaînes l'enfer. Tu rases son monde. Tu te sers de cette clé et tu l'anéantis. Pas seulement sur le plan légal. Publiquement, financièrement. Tu fais en sorte qu'il n'ait plus aucun refuge. Nous l'anéantirons, corrigea Carole. Tu seras en sécurité ici. Je te trouverai une nouvelle identité, une nouvelle vie. Valérie tendit la main et la posa sur celle de sa sœur. Il n'y a pas de nouvelle vie pour moi, Carole. Tu ne comprends pas ? Il me traquera sans relâche. Tant que je serai en vie, toi et maman ne serez jamais à l'abri. Il se servira de vous pour m'atteindre. Il n'abandonnera jamais. Une horrible compréhension se peignit sur le visage de Carole. Val, non. N'y songe même pas. On trouvera une solution. On ira là où il ne pourra pas nous trouver.
Cet endroit n'existe pas, dit doucement Valérie. Il a brisé quelque chose en moi cette nuit-là. Pas un os. Quelque chose de plus profond. La partie de moi qui savait encore espérer. Elle prit une inspiration, grimaçant de douleur. Il a volé ma vie. La seule chose qu'il me reste à donner, c'est ma mort. Valérie, je t'en supplie, implora Carole, les larmes dévalant enfin sur son visage. Non. C'est ma décision, ma dernière carte. Ma mort fera de moi une martyre, et de toi mon ange exterminateur. Elle te donnera une autorité morale inattaquable. Elle fera de sa chute non plus une vengeance, mais un acte de justice pour une femme assassinée. On ne peut pas faire de mal à un fantôme, Carole. Et il ne pourra pas utiliser notre famille contre moi si je ne suis plus là. Elle fit promettre à Carole. Un serment terrible, sacré, scellé dans le silence étouffant de cette chambre d'hôtel. Promets-moi de finir le travail. Promets-moi de ne pas le laisser gagner. Promets-moi de lui faire payer pour tout. Carole, le cœur en miettes, le lui promit. Ce fut leur dernier échange. Valérie avait donné à sa sœur l'arme, le mobile, et la bénédiction pour mener cette guerre. Un acte de désespoir absolu, mais aussi un acte d'amour infini, un sacrifice pour que sa sœur puisse obtenir la justice qu'elle-même ne verrait jamais. La perquisition du SRPJ eut lieu à l'aube. Pas un simple coup à la porte, mais le fracas d'un bélier contre le chêne massif de la porte d'entrée de Philippe Dupont. 20 agents en équipement tactique déferlèrent dans sa demeure immaculée, leurs bottes souillant le marbre blanc qui avait jadis reflété sa réussite et ne montrait plus que sa déchéance. Philippe fut arraché de son lit, la torpeur du sommeil laissant place au choc glacial de la réalité. « Philippe Dupont, vous êtes en état d'arrestation. » La voix était celle d'une femme brune et sévère, portant un blouson du SRPJ. L'agent Laurence Petit. Association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, violation des lois sur le harcèlement et terrorisme domestique. La lecture de ses droits fut un bourdonnement indistinct alors qu'on lui passait les menottes. Ses poignets, qui avaient autrefois dirigé des empires, étaient maintenant entravés, impuissants. Par les baies vitrées, il aperçut les camionnettes des chaînes de télévision, alignées dans sa rue comme des charognards. Les agents investirent sa maison avec une efficacité redoutable, transformant son sanctuaire en une gigantesque scène de crime. Ils ne se contentaient pas de saisir ordinateur et téléphone. Ils photographiaient l'enfoncement sur la porte du réfrigérateur où il avait projeté la tête de Valérie. Ils passaient au luminol la moquette de la chambre, révélant les faibles traces de sang que le personnel de ménage n'avait pas vues. Chaque recoin de sa maison livrait les secrets de sa brutalité. C'est de l'acharnement, protesta-t-il faiblement tandis qu'on le faisait traverser son propre salon. Ma femme est morte. Tout ceci est circonstanciel, une machination de sa sœur vengeresse. L'agent Petit s'arrêta et lui fit face. Son expression était vide de toute sympathie. La sœur jumelle de votre femme a monté un dossier très solide, monsieur Dupont. Mais les preuves les plus accablantes ne viennent pas d'elle. Elle désigna son bureau, où 2 agents emballaient le contenu de son coffre-fort personnel. Elles viennent de vous. Un agent plus jeune sortit, une enveloppe craft entre ses mains gantées. Il la tendit à l'agent Petit. Elle en examina le contenu avant d'en brandir une partie sous le nez de Philippe. Une photographie. Une qu'il avait prise lui-même. Un gros plan d'une large et vilaine échymose sur l'épaule de Valérie, artistiquement cadrée sur sa peau claire. Il se souvint de l'avoir prise, avec une fierté perverse pour la marque qu'il avait laissée. L'agent Petit passa en revue les autres pièces, d'autres photos de blessures, classées par ordre chronologique, des rapports d'urgence pour des accidents, et des notes manuscrites, de sa propre écriture soignée, détaillant les corrections de comportement et les réponses à la discipline. Il avait archivé sa propre tyrannie comme une étude scientifique, une thèse sur la domination et le contrôle. Il se disait que c'était pour leur bien, la preuve que ses actes étaient réfléchis, non impulsifs. Aujourd'hui, sous la lumière crue d'une enquête fédérale, il voyait la réalité en face, les archives méticuleuses d'un monstre. Mon Dieu, Dupont, lâcha l'agent Petit, sa voix chargée d'un dégoût plus blessant qu'un coup. Vous collectionniez des trophées. Le mot résonna dans l'air, grotesque, indéniable. Des trophées. Il fut emmené menotté par la porte d'entrée, aveuglé par les flashs des photographes. Il vit les visages de ses voisins, derrière leurs rideaux, mêlant choc et répulsion.
L'homme qu'ils admiraient comme un visionnaire charismatique était exhibé en menottes, révélé comme un tyran violent et pathétique. Alors qu'on le poussait à l'arrière d'une voiture banalisée, il prit la mesure de sa défaite. Carole n'avait pas seulement révélé ses crimes. Elle avait mené la police aux preuves qu'il avait lui-même si soigneusement compilées. Il n'avait pas été simplement battu aux échecs. Il avait lui-même fourni à son adversaire la reine, l'échiquier et les règles du jeu, tout en se croyant maître de la partie. Le jugement n'était plus à venir. Il était là, et il avait été bâti sur sa propre cruauté et son orgueil. Le tribunal fédéral était un théâtre, où se jouait l'exécution publique de la vie de Philippe Dupont. Vêtu d'une combinaison orange informe qui avait remplacé ses costumes de luxe, il était le symbole du pouvoir déchu. La salle était comble, journalistes, membres d'associations d'aide aux victimes, simples curieux. Mais les yeux de Philippe étaient rivés sur une seule personne, Carole Lemaire, assise au premier rang, son tailleur noir comme une armure, son visage aussi serein et dur que le marbre. Quand le procureur l'appela à la barre, le silence se fit dans la salle. Elle s'avança avec une assurance qui forçait le respect, non pas en sœur éplorée, mais en femme de loi venue présenter son réquisitoire. Mademoiselle Lemaire, commença le procureur, pouvez-vous décrire à la cour les éléments de preuve que votre sœur, Valérie, a rassemblés au fil des ans? Oui, répondit Carole d'une voix claire et forte. Ma sœur était une victime, mais elle n'était pas passive. C'était une stratège. Durant les 3 dernières années de son mariage, elle a constitué un dossier contre son bourreau, comme pour un procès. Elle désigna un grand écran installé pour les jurés. Elle a tout consigné. Une première image apparut, la photo d'un journal intime relié en cuir. Celui-ci contient le récit daté et détaillé de 127 agressions physiques et de plus d'1 millier d'actes d'abus psychologiques, y compris des menaces contre notre famille. Ensuite, elle lança un enregistrement audio. Celui de la nuit de l'échec d'Étal Red. La salle écouta, horrifiée, les menaces glaçantes de Philippe, sa voix promettant de la briser. Plusieurs jurés sursautèrent. Il croyait asseoir son autorité, expliqua Carole, impassible. En réalité, il fournissait la preuve d'un acte de terrorisme domestique fédéral. Elle passa aux vidéos, extraites des 8 années d'enregistrement que Valérie lui avait dérobées. Un florilège de cruauté défila à l'écran. Philippe giflant Valérie dans la cuisine, la plaquant contre un mur, sa voix un flot incessant d'insultes et d'ordres. L'accusé traitait sa femme comme un objet, commenta Carole, narrant l'horreur. Il a utilisé sa fortune et ses compétences technologiques pour créer une prison de haute technologie. Il espionnait ses appels, la géolocalisait, et utilisait les ressources de son entreprise pour lui barrer toute issue. Elle présenta des relevés bancaires prouvant les paiements à des détectives privés pour suivre Valérie, des factures de logiciels espions installés sur ses appareils. Le portrait d'un contrôle obsessionnel et systématique. Philippe assistait, hébété, à l'étalage public de sa brutalité privée. Le sentiment de puissance qu'il éprouvait alors s'était mué en honte publique. Tous dans cette salle le voyaient pour ce qu'il était. Un lâche pathétique, qui ne se sentait fort qu'en terrorisant celle qu'il avait juré de protéger. Puis, la maîtrise de Carole se fissura, un instant, laissant entrevoir la douleur vive sous le vernis juridique. Sa voix trembla lorsqu'elle prononça ces derniers mots. Ma sœur savait que le moment de la rupture est le plus dangereux pour une victime. Elle savait qu'il la pourchasserait. Elle a donc conçu un plan où sa propre mort déclencherait sa chute. Elle s'est suicidée, votre honneur, parce que cet homme l'a persuadée que c'était sa seule échappatoire, le seul moyen de protéger sa famille. Il n'a pas seulement meurtri son corps. Il a méthodiquement assassiné son âme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle regarda Philippe droit dans les yeux. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement une finalité vide et immense. Il lui a pris sa vie, mais elle m'a fait promettre de terminer ce qu'elle avait commencé. De m'assurer qu'il paierait pour chaque coup, chaque menace, chaque instant de terreur. Ce n'est pas une vengeance, votre honneur. C'est l'accomplissement des dernières volontés d'une femme à l'agonie. C'est la justice. Le silence dans la salle était total, le poids de ces mots écrasant. Philippe sentit son univers, déjà en ruine, s'anéantir. Le gambit de la reine avait été joué. Il n'avait pas seulement perdu la partie. Il avait été éliminé de l'échiquier. Le tournant de l'audience ne fut pas un discours enflammé, mais une déclaration sobre du procureur, tenant un document fraîchement arrivé sur son bureau. Votre honneur, dit-il d'une voix grave,
nous avons reçu les conclusions définitives du rapport d'autopsie de la préfecture de Toulouse concernant Valérie Lemaire-Dupont. Un nouvel élément matériel vient d'être versé au dossier. Le juge Jacques Mercier, un homme austère dont la patience semblait à bout, leva les yeux. Poursuivez. Le procureur s'éclaircit la gorge. Le médecin légiste a relevé des lésions internes compatibles avec l'agression survenue la nuit de l'échec du contrat Etalred. Mais ce n'est pas tout. Au moment de son décès, Valérie Lemaire était enceinte de 6 semaines. Un souffle collectif parcourut la salle. Le son fut comme une déflagration, aspirant l'air. Carole, toujours près du box des témoins, vacilla, portant les mains à sa bouche pour étouffer un sanglot qu'elle ne pouvait plus retenir. Même elle l'ignorait. Philippe entendit les mots, mais son esprit refusa de les intégrer. Enceinte. Le mot était absurde. Un son d'une autre langue. D'un autre monde. Un monde où il n'était pas un monstre. Son regard passa du visage grave du procureur à celui, dévasté, de Carole. Et soudain, la réalité le frappa de plein fouet. Il n'avait pas seulement tué l'esprit de sa femme. Il avait battu une femme enceinte, sa femme, qui portait son enfant. La dernière agression n'avait pas seulement provoqué son suicide. Elle avait attenté à 2 vies. Un cri guttural, animal, lui échappa. Le son d'un effondrement psychique total. Son univers de contrôle et de déni ne se fissura pas seulement. Il fut pulvérisé, réduit en poussière. Les huissiers s'approchèrent alors qu'il s'affaissait sur sa chaise, ses jambes se dérobant, n'étant plus qu'une coquille vide. Au vu de ces éléments, la voix du procureur s'éleva au-dessus du chaos, l'État souhaite ajouter les chefs d'homicide involontaire et de meurtre de fœtus. Le verdict ne fut qu'une formalité. Philippe Dupont, le magnate de la tech, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Son héritage ne serait pas l'innovation, mais l'infamie. 2 ans plus tard, le bâtiment du centre-ville de Toulouse était baigné de lumière. Ses parois de verre ne révélaient pas des scènes de violence, mais des salles où des femmes échangeaient, où des avocats offraient une aide juridique gratuite, où des enfants jouaient en sécurité pendant que leur mère suivait des ateliers de formation professionnelle. À l'entrée, des lettres d'argent élégantes formaient un nom, la Fondation Valérie Lemaire. Entièrement financée par les biens saisis de Philippe Dupont, elle était devenue un modèle national pour l'aide aux victimes de violences conjugales. Carole Lemaire se tenait à la tribune lors du gala annuel de la Fondation, image de grâce et de force. « Ma sœur se croyait prisonnière », dit-elle à la salle comble. Mais son héritage prouve qu'elle n'a jamais été impuissante. Sa souffrance s'est transformée en refuge. Sa douleur, en protection pour des milliers d'autres. La fortune qu'un homme a utilisée pour asservir et terroriser sert aujourd'hui à libérer les femmes. Depuis sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis, où on ne le connaissait que comme le meurtrier de bébés et où il était placé sous protection spécifique, Philippe Dupont vivait dans un monde de béton gris et de remords infinis. Il passerait le reste de sa vie hanté par le souvenir de ce qu'il avait anéanti. Carole, elle, regardait vers l'avenir. La fondation était sa raison d'être, un hommage vivant à la résilience de sa sœur. En sauvant les autres, elle avait lentement, péniblement, commencé à se sauver elle-même. La justice, elle l'avait appris, ce n'est pas seulement punir. C'est reconstruire. C'est s'assurer que même des ténèbres les plus profondes, la lumière peut trouver le chemin pour renaître. L'histoire de Valérie Lemaire a commencé dans une cage dorée. Une histoire de souffrance silencieuse et de contrôle. Mais son héritage n'est pas celui d'une victime. C'est un témoignage de la force tranquille et inébranlable d'une femme qui a transformé sa douleur en un plan pour la justice. Grâce à l'amour indéfectible de sa sœur, sa tragédie a été transformée en un mouvement puissant, prouvant que même lorsqu'une vie est prise, une voix peut continuer à vivre, créant un cœur d'espoir pour d'innombrables autres. Son agresseur n'a été laissé qu'avec l'écho de sa propre cruauté, tandis que son nom est devenu un symbole de survie, de résilience et du pouvoir durable d'une promesse tenue. Si cette histoire de justice et de résilience vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la force de l'esprit humain. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que personne n'est obligé de rester brisé pour toujours.